Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut de la société DM Trading. Je vous fais une nouvelle série de vidéos sur le marché boursier, le marché des actions. Et cette première vidéo va parler des termes investisseur ou trader. C'est une question qu'on se pose souvent, soit quand on débute ou quand on a déjà un petit peu plus d'expérience. Les termes sont souvent approximatifs, on mélange les deux profils. Et donc je vais essayer de mettre un petit peu plus d'éclaircissement sur ce qu'est un trader, ce qu'est un investisseur, quelles sont les différences, parce qu'il y en a sur les probabilités de succès, les risk-reward, la façon de gérer, les convictions, etc. On va commencer la première partie avec l'investisseur. Donc qu'est-ce qu'un investisseur? Donc ça va être ma définition, mon interprétation des choses et je vous la donne de suite. Donc un investisseur, c'est une personne qui décide d'engager une partie donc plus ou moins importante de son capital ou de son temps. C'est très important de penser au temps qui est engagé aussi sur un projet. Vous allez voir qu'il y a deux types d'investisseurs et donc l'investisseur se base sur une analyse personnelle mais surtout sur ses croyances et ses convictions. Retenez bien ça, c'est complètement différent d'un trader qui, vous allez le voir, lui va se reposer sur une méthodologie. Et donc l'investisseur va se reposer sur ses croyances et ses convictions pour prendre la décision d'investir ou de ne pas investir et également sur quel secteur, quelle industrie, quel type d'actif. Donc il est persuadé que l'actif en question va révolutionner le secteur d'activité ou va révolutionner la façon de consommer, de produire et donc cet actif va devenir le leader de demain. En tout cas, ce qu'un investisseur pense, c'est des croyances personnelles qui sont « je crois énormément en cette société parce que… » Voilà, un argument. Et donc, il va, si vous voulez, tomber amoureux, si on peut dire, de l'actif en question. Et vous allez voir que le trader, lui, c'est l'opposé. Il ne tombe pas amoureux du titre ou de l'actif ou du projet. Donc, en général, pour un investissement, ça va se réaliser sur une durée assez longue. Et alors, il n'y a pas de définition en termes de durée, mais il n'y a pas d'entrée en position qui soit précise. Ou alors, vous allez le voir, vous faites du trading, mais long terme. À partir du moment où on time notre entrée, on a un point d'entrée précis, on n'est plus dans de l'investissement, on est dans du trading. Et donc l'investisseur, lui, n'a pas d'entrée en position extrêmement précise, ni de gestion du risque. Allons-y avec les statistiques de l'investisseur. La probabilité de succès est relativement très faible, mais par contre, le retour sur investissement, lui, est en général gigantesque. Et c'est là où se repose l'avantage statistique sur l'investisseur. En d'autres termes, le taux de réussite est faible et le ratio gain-perte est extrêmement important, qu'on peut appeler, si vous voulez, le risk-reward. Donc vous le voyez sur ce graphique ici, on a le taux de réussite qui évolue à la hausse et les tentatives d'investissement en partant de gauche à droite. L'investisseur, lui, va faire peut-être des dizaines de tentatives et souvent soldées par des échecs ou des pertes qui doivent être quantifié quand même, donc on verra ça juste après. Et donc le taux de réussite ne va pas évoluer au-dessus de 0%. En tout cas, une bonne partie du temps, le taux de réussite est extrêmement faible et donc ça sera des investissements perdants. Et puis, un investissement va sortir du lot, va être bon et va lui, par contre, rattraper tous les investissements qui sont perdants. En tout cas, c'est le but, c'est d'avoir un risk-reward extrêmement important. Donc quand on gagne, essayez d'avoir un gain qui soit peut-être 10, 20, 30, 50 fois supérieur à la perte. Alors maintenant qu'on a défini ce qu'est un investisseur, ce que sont ses probabilités, j'ai envie de vous parler de deux types d'investisseurs. L'investisseur actif et l'investisseur passif. On va commencer avec celui qui est actif. Donc les fondateurs et dirigeants d'une société sont ce que j'appelle moi personnellement des investisseurs actifs. Pourquoi? Parce qu'ils investissent dans la société leur argent personnel, mais surtout la majorité de leur temps pour aider au développement de la société. Je suppose que certains d'entre vous ont une société et donc vous allez vous reconnaître dans cette définition que je fais de l'investisseur actif, c'est-à-dire une personne qui est vraiment au contact de sa société, qui va investir énormément de son temps et de son argent personnel pour avoir des résultats.
Et donc quand on crée une société, on va se dévouer normalement à 100% à la réussite de celle-ci. Et donc on n'a pas le même regard sur la société qu'un investisseur externe. Et on verra juste après. Et on n'a pas du tout aussi les mêmes informations, les mêmes insides, puisque un directeur, un fondateur va forcément avoir les news en avance. Voilà, il est au contact de son équipe et de la société pour comprendre ce qui va bien, ce qui va pas bien. L'investisseur actif, il est au cœur de la réussite ou de l'échec de son projet. C'est lui qui va mener la barque et donc il va vivre pour sa société. Il va se creuser la tête et forcément mettre tout en œuvre, en tout cas je l'espère pour lui, pour réussir dans sa société, et il est convaincu que son produit, sa technologie ou son service est la meilleure et que du coup sa société doit exploser, doit croître et doit avoir une croissance énorme. Donc ça, c'est l'investisseur actif. C'est celui qui est au plus près, c'est celui qui donne de sa personne, c'est celui qui va investir du temps et de l'argent dans son projet, c'est limite sa religion, voilà. Maintenant, on va parler de l'investisseur qui est passif. Et ça représente peut-être la majorité des gens. Moi, parfois, pas tout le temps. J'ai la société DM Trading, donc je suis investisseur actif de DM Trading. Mais par exemple, je fais des investissements sur la crypto où je suis passif. Donc vous et moi sommes majoritairement ce que j'appelle des investisseurs du coup passifs, dans le sens où nous n'avons pas le temps à donner, du temps à donner à un projet, mais on a des capitaux qu'on veut investir et on souhaiterait avoir finalement un rendement. Donc là, cette fois-ci, on n'a pas du temps à investir, mais on a de l'argent. Ça n'empêche pas qu'on puisse être à la fois investisseur passif et investisseur actif, comme je le suis. Je suis investisseur actif à DM Trading, mais je suis investisseur passif dans les crypto-monnaies ou autres actifs, classes d'actifs. Donc, quand on investit dans une société, on est optimiste sur ce qu'elle propose, son produit ou son service, et on espère que l'entreprise, en fait, elle va révolutionner finalement son secteur d'activité, son industrie, et que ça va se traduire par des ventes qui vont croître. Donc l'investisseur passif, il est dépendant de la société sur laquelle il a investi, ou l'actif sur lequel il a investi, et il ne peut pas influer sur les décisions, contrairement à l'investisseur actif. Et donc il va subir forcément des échecs ou des réussites sans avoir son mot à dire. Donc j'essaie de classifier un petit peu les deux types d'investisseurs. L'investisseur actif, qui colle au plus près de sa société, et donc qui va avoir forcément des parts, de l'intéressement, etc. Et l'investisseur passif, qui peut être vous comme moi, intéressé sur une classe d'actifs particulière. Tiens, ça peut être l'avenir, sur des convictions personnelles. Je me dis, tiens, on verra plus tard, mais l'imprimante 3D, l'intelligence artificielle, peuvent être des investissements dans lesquels je crois, mais donc des croyances personnelles, sur lesquelles j'ai pas mon mot à dire, j'ai pas d'inside, je suis pas actif, mais voilà, j'ai une vision long terme qui m'indique je veux investir là-dedans parce que j'y crois. Et donc on va faire la différence entre le passif et l'actif. Je suppose que vous avez tous compris, mais un petit récap ne fait jamais de mal. Donc l'investisseur actif, en termes de temps, il va forcément être appliqué une bonne partie de son temps. Alors que l'investisseur passif, lui, n'est pas investi en termes de temps, mais il est investi en termes de capitaux. Alors, ça demande évidemment un petit peu de temps de recherche pour savoir, quel actif m'intéresse dans ce secteur d'activité ou dans cette industrie. Ça demande un petit peu de recherche. Mais en termes d'implication au niveau de la société, c'est l'investisseur actif qui est impliqué à temps plein ou à temps partiel. Au niveau des insights, des informations sur la société, encore une fois, c'est l'investisseur actif qui est au plus près de sa société, qui va connaître les changements de fondamentaux, les news, des catalyseurs, ça peut être un partenariat, ça peut être une fusion. Donc lui va vraiment coller aux news de sa société et donc avoir des informations croustillantes qui vont lui permettre d'avoir peut-être des meilleurs investissements. Lui, l'investisseur passif, il a en théorie aucune information, ou en tout cas pas avant qu'elle soit rendue publique. Donc il fait avec ce qu'il a. Au niveau des convictions et des croyances, puisque pour moi l'investissement ce n'est que conviction et croyance, l'investisseur actif, lui, elles sont personnelles, donc il croit dans telle industrie, telle technologie,
mais forcément il croit dans sa société. Il se dit, bah, ma société c'est la meilleure parce que j'ai les meilleures équipes marketing, les meilleurs ingénieurs, voilà. Okay, donc il a une conviction personnelle et à la fois une conviction professionnelle. Par contre, l'investisseur passif, lui, eh ben, ça s'arrête uniquement à ses convictions personnelles. C'est, j'ai une croyance dans tel secteur d'activité, telle industrie, ou telle technologie avec les crypto-monnaies, je veux investir dedans. Mais c'est tout. Au niveau des convictions et des croyances, il ne peut pas avoir plus. Au niveau des décisions, évidemment que l'investisseur actif, lui, est décisionnaire. Il va prendre des décisions, il va avoir un impact sur l'évolution de la société, alors que l'investisseur passif, lui, va les subir. Il n'a aucune décision possible. Au niveau du retour sur investissement, ben, l'investisseur actif, c'est souvent quelqu'un de très haut placé, qui a de l'intéressement, qui a investi au tout début, donc les parts des sociétés étaient pas chères, donc a forcément un capital au niveau de la société qui est beaucoup plus intéressant. Et si la société venait à réussir, eh ben, le retour sur investissement deviendrait astronomique. On peut parler de Elon Musk, Jeff Bezos. Bon, là, c'est les extrêmes, mais vous connaissez tous autour de vous des gens qui ont fait pas mal d'argent juste avec une société, dans le bâtiment, une société d'électronique, une société d'alarme, ou peu importe le secteur d'activité. Finalement, quelqu'un qui est là depuis le début, qui travaille sur une société depuis le début, sera forcément, en tout cas je l'espère, souvent mieux rémunéré quand la société va fonctionner. Parce qu'ils ont des parts, voilà. Alors que l'investisseur passif, lui, il va acheter à un moment X, quand il a décidé que ça pouvait être intéressant. Et donc, oui, il va avoir un bon retour sur investissement, mais pas aussi intéressant que quelqu'un qui a initié et fondé une société. Voilà. Au niveau, ou alors il faut qu'il arrive très tôt, très tôt dans le projet. Au niveau de la gestion, par contre, l'investisseur actif, lui, il va avoir des restrictions. Un CEO, donc ou un directeur général, un directeur financier ne pourra pas vendre ses actions n'importe comment. Pourquoi ? Parce que ça peut être considéré comme un délit d'initié. Donc il doit remplir des documents auprès de l'AMF ou de la SEC s'il veut faire une cession ou une acquisition supplémentaire d'actions de sa société. Donc là-dessus, il y a des restrictions. Okay. Et puis, comment vont interpréter les investisseurs ou les traders si le CEO, le directeur général, commence à vendre massivement ses titres ? Ben, souvent, il va y avoir un effet boule de neige et ça sera pas très bien pour le titre et sa société. Donc, finalement, il a un peu les mains liées, pas totalement, mais il n'est pas libre de faire ce qu'il veut quand il veut. Et donc voilà. Là où l'investisseur passif, lui, mais il n'a pas de restriction. Il vend et il achète quand il veut. Et personne ne va lui demander des comptes. Il va avoir à rendre de compte à personne, et voilà, il n'a pas de problème de liquidité, il n'a pas de problème pour rentrer et sortir, il fait ce qu'il veut. Donc ça, c'est un bel avantage pour l'investisseur passif. Alors, je reviens là-dessus. Donc, pour résumer, si vous voulez, ce tableau entre investisseur passif et investisseur actif, eh ben, on se rend bien compte que quand même, les gens qui sont des investisseurs actifs ont forcément beaucoup plus de résultats si la société venait à avoir du succès. C'est logique, ils passent énormément de temps, énormément d'énergie, et ils sont là depuis le début. Alors que l'investisseur passif, lui, eh ben, il n'est pas là forcément depuis le début, c'est un opportuniste, et il vient quand la croyance ou la conviction lui émerge dans sa petite tête. Il y a des points positifs des deux côtés, des points négatifs des deux côtés, et c'est intéressant de les voir ensemble. Alors maintenant, comment bien investir ? Pour moi, vu qu'on est des investisseurs passifs, il faut faire attention. On sait que l'investisseur actif, il a forcément un avantage par rapport à l'investisseur passif. On sait alors que l'avantage statistique n'est pas de notre côté, c'est pas du trading, on est là sur une croyance uniquement personnelle et on espère que cette société va croître et faire des profits. Et donc, il faut prendre des mesures de gestion. On va gérer notre risque pour éviter évidemment des situations dangereuses. Alors, il y a trop de personnes, à mon goût, qui investissent des capitaux très importants qu'ils ne sont pas prêts à perdre. Et moi, j'en connais beaucoup
autour de moi, des meilleurs potes, des gens qui m'ont appelé au niveau de la société, qui ont perdu énormément d'argent parce qu'ils n'avaient pas une gestion du risque. Ils pensaient, voilà, j'ai un investissement, je le tiens, et puis advienne que pourra. Et finalement, on se rend compte qu'à la fin, quand ils perdent 90% du capital, eh ben, ils n'étaient pas prêts à le perdre, ce capital. Donc, c'est là où je viens à la question fatidique. Il faut que vous posiez la question. Quel montant suis-je prêt à perdre ou que je considère comme perdu? C'est la question qu'il faut se poser quand on fait un investissement. Okay, est-ce que vous êtes prêt à perdre 50 €, 500 €, 5000 €? Ça dépend des moyens de chacun, évidemment. Mais si vous vous posez cette question et que vous avez le montant en tête, eh ben, vous ne pouvez être que surpris positivement si l'un de vos investissements fonctionne. Je rappelle qu'on a un taux de réussite qui est très faible, donc la majeure partie du temps, vous allez perdre votre investissement. Et donc, on a tous des idées, l'intelligence artificielle, le cannabis, l'imprimante 3D, et ci et là, le génome, pour être les industries de demain. On a tous eu une conviction personnelle sur un secteur d'activité, ou alors une crypto-monnaie, etc., etc. Mais il faut absolument contrôler ce risque. Donc on se dit combien je suis prêt à perdre chaque mois, chaque année, et je décide d'investir ce montant-là dans ma conviction personnelle et de réaliser du coup un investissement. Alors il y a plusieurs façons d'investir. Vous avez notamment le DCA, que tout le monde préconise, mais qui est à la fois hyper dangereux. Donc, si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus, laissez un petit pouce, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Mais voilà, si vous voulez, la semaine prochaine, on parlera du DCA. Comment bien réaliser un DCA et ne pas se mettre en danger? Parce que la plupart des gens font du DCA et perdent la majorité de leurs capitaux. Donc, on verra quels sont les critères à prendre en compte, mais ça peut être une stratégie. Mais encore une fois, quel montant suis-je prêt à perdre ou que je considère comme perdu? Comme ça ne peut être qu'une bonne nouvelle. Alors évidemment, ça trotte toujours dans un coin de la tête. On se dit, voilà, j'aimerais pas le perdre, mais ça me fera rien si je le perds. Ok? Donc, décidez d'un montant et passez à l'action sur une classe d'actifs, un actif que vous pensez être l'avenir. Allons-y avec la deuxième partie. Qu'est-ce qu'un trader? Quelle est la différence? Qu'est-ce qu'un trader? On a vu ce qu'était un investisseur, maintenant allons-y avec le trader. Le trader, c'est une personne qui décide de spéculer avec une partie plus ou moins importante de ses capitaux sur les marchés financiers. Ça peut être le forex, ça peut être les actions, ça peut être les matières premières, ça peut être les crypto-monnaies, enfin voilà, un actif financier. Il n'a pas de conviction personnelle, ok, ça c'est très important, mais il va se baser uniquement sur sa méthodologie et sur le prix, ok, avec différents angles d'attaque comme l'analyse technique, l'analyse fondamentale, l'analyse des rotations, l'analyse sectorielle, l'analyse des initiés, etc., etc. Ok, pour prendre une position sur les marchés. Retenez bien ça, il ne se base pas sur des convictions personnelles, mais sur le prix et sa méthodologie. Il va rechercher l'avantage statistique et probabiliste, alors que l'investisseur, lui, va se baser sur uniquement ses convictions personnelles. Et c'est là vraiment les différences entre le trader et l'investisseur. On fera un récap juste après. Le trader, il peut être sur différents horizons de temps. Ça peut être un scalper, ça peut être quelqu'un qui fait de l'intraday, ça peut être quelqu'un qui fait de l'intra-week, c'est-à-dire sur 2, 3, 4 jours. Ça peut être un swing trader de 2-3 semaines, ça peut être un swing trader sur quelques mois, voire plus d'une année. Okay, il y en a pour tout le monde. Et des méthodologies, il y en a pour tout le monde. À partir du moment où vous gagnez et vous avez un cadre qui vous structure votre façon d'agir sur les marchés financiers, c'est top. Mais le trader, lui, comme je vous le disais, il doit avoir une méthodologie. Il se doit d'avoir une entrée en position qui soit précise et spécifique. Okay, là où l'investisseur n'a pas de point d'entrée précis. Et le trader, lui, doit avoir une gestion du risque qui soit irréprochable. On doit bien gérer son risque pour pouvoir perdurer sur la durée. Sinon, vous allez voir qu'on fait des erreurs, et ces erreurs-là, on va en parler juste après, mais ça fait passer d'un trader à un investisseur. Et le milieu, en fait, n'est pas bon. C'est soit on est dans les extrêmes et on respecte les deux règles, mais le milieu, une espèce de micmac, un mix des deux, ne fonctionne pas. Le trader, et ça c'est aussi très important, il change d'actif selon les cycles. Et il ne va pas tomber amoureux, si on peut dire, de l'actif.
Là où l'investisseur, lui, a une croyance personnelle extrêmement forte, et donc il est amoureux du titre, il est amoureux de l'actif, parce qu'il y croit plus que tout le monde. Ok, donc ça c'est un trader. Et maintenant on va parler un petit peu de ses statistiques. Qu'est-ce qui différencie le trader de l'investisseur? La probabilité de succès, elle est intéressante, elle est beaucoup plus intéressante qu'un investisseur. Alors, évidemment, ça dépendra de votre style, de votre expérience, si vous maîtrisez bien ou pas bien vos méthodologies, mais tout de même, la probabilité est quand même beaucoup plus intéressante que sur un investisseur qui va uniquement partir sur des croyances, puisqu'on a des règles, et ces règles-là vont nous permettre de ne pas chavirer et de faire profiter notre capital quand on a des marchés qui répondent à nos critères et qui sont favorables. Et le retour sur investissement ne se calcule pas sur un trade, sur 2 trades, mais sur des centaines de trades. C'est-à-dire qu'on va venir cumuler l'expérience pratique sur le marché pour pouvoir avoir un retour sur investissement important. Évidemment, il sera beaucoup moins important que l'investisseur, c'est logique, mais ça peut être extrêmement intéressant et tout dépendra encore une fois de votre expertise et expérience sur les marchés. Et donc on le voit ici sur le graphique, vous allez avoir une tentative perdante, puis une tentative gagnante, perdante, gagnante, puis perdante, gagnante, et avec un risk-reward, disons de 2, vous pouvez très bien gagner votre vie, surtout si vous gérez bien cet aspect entre risque et reward et taux de réussite. Okay, alors encore une fois, il n'y a pas de règle. Moi j'ai tendance à vous dire 50% du temps, c'est très bien d'avoir un taux de réussite, mais ça dépend en fait de votre profil, ça dépend de votre horizon de temps. Moi je suis plutôt swing trader sur action, donc j'aurais tendance à dire 50% de taux de réussite me suffit. Même des fois on est à moins. Mais peut-être un scalper ou quelqu'un qui fait de l'intraday, lui a peut-être besoin d'être au-delà de 50%. Alors tout dépend de sa gestion, de son profil, etc. Évidemment, il y en a pour tout le monde. C'est ça l'avantage du trading, c'est qu'il n'y a pas quelque chose de cloisonné. Moi, je ne vais pas vous dire vous avez faux, vous avez tort. Si vous arrivez à gagner de l'argent régulièrement ou si vous arrivez à avoir des performances correctes régulièrement, en tout cas ne pas perdre d'argent, c'est le premier objectif, vous avez déjà trouvé votre avantage statistique. Ok ? Et là où sur l'investisseur, on a un investisseur actif et passif, mais actif, c'est parce qu'il est au cœur de la société. Le trader, lui, il est toujours actif. Il ne peut pas être passif. Sinon, il ne respecte pas sa méthodologie. Okay, le trader, c'est quoi? C'est un suiveur de flux. Il va gratter derrière les institutions le flux de capitaux. Il va profiter de morceaux de mouvement, là où l'investisseur, lui, va essayer de capter une amplitude extrêmement importante. Le trader, il s'en fout d'acheter au plus bas et de vendre au plus haut. Il essaye de capter des segments et répéter ce process au fur et à mesure. Le trader, il doit analyser constamment les marchés pour se mettre dans une position où il va bénéficier de l'avantage statistique. Okay, si il analyse une fois tous les 2 mois, il ne va pas profiter de cet avantage statistique qui est de prendre toutes les opportunités qui si vous voulez, qui répondent à ces critères. Okay, et évidemment, bon, c'est une des règles que j'ai mis là, mais définir son risque, c'est une des règles à respecter. Vous devez contrôler le risque initial avant même de prendre une position. C'est une des règles qui est quand même très importante en trading. Mais voilà, un trader est toujours actif. Maintenant, en troisième partie, quelles sont les différences entre un investisseur et un trader? Et là, c'est bien de faire un résumé pour comprendre quelles sont ces différences et est-ce que vous préférez être investisseur, est-ce que vous préférez être trader. Mais encore une fois, il n'y a pas de juste milieu. Ok, on fait soit l'un, soit l'autre. On ne fait pas une bouillie des deux. En général, c'est pas bon. Donc, l'investisseur, on pourrait rajouter plein de facteurs ici dans ce tableau, mais j'ai mis, disons, les majeurs. L'investisseur, au niveau de ses convictions et ses croyances, elles sont personnelles. Ok, sauf celui qui est actif, il est aussi professionnel parce qu'il est dans une société, mais voilà. Alors que le trader, lui, il n'a pas de croyance. Sa seule croyance, c'est sa méthodologie. Il doit suivre à la lettre l'ensemble des règles qui font sa méthodologie. Et là, vous voyez quand même que c'est pas la même chose. L'investisseur, lui, il croit en ce qu'il pense. Le trader, il croit en ce qu'on lui dit de faire via une méthodologie. Au niveau de l'actif, du choix de l'actif, l'investisseur, lui, va tomber amoureux d'un actif. Tiens,
je sais pas, disons Tilray fait du cannabis, voilà, je suis persuadé que aux États-Unis la législation sur le cannabis va évoluer, c'est l'avenir, ils ont déjà fait ça au Canada, etc., etc. Je pense que cet actif-là va être l'avenir et qu'il y aura une croissance démentielle. L'investisseur, lui, est amoureux de son titre, pour des croyances personnelles ou professionnelles s'il est actif. Le trader, lui, non, il ne tombe pas amoureux. On lui dit, tiens, on a un biais haussier, on a un cycle haussier sur tel actif, essaye de le trader avec ta méthodologie. Tiens, cet actif-là, maintenant qui était dans une tendance haussière, dans un biais haussier, n'est plus haussier. Arrête de le trader. Et lui va venir travailler des tronçons comme ça. Donc il n'est pas amoureux d'un titre. Il respecte sa méthodologie. Ok ? Là aussi, deux grosses différences. Au niveau de l'avantage statistique, l'investisseur, il a peu d'avantages statistiques. Si ce n'est celui qui est actif, qui met quand même des chances de son côté, mais il est biaisé parce que c'est sa société et il y croit plus que tout. Donc finalement, il raisonne pas de façon logique et il ne met pas les probabilités de son côté. Donc l'investisseur, il ne met pas les probabilités de son côté. Il se dit, tiens, j'alloue une partie de ce capital pour telle classe d'actifs et on verra dans 5 ans, dans 2 ans, si j'ai raison. Okay. Le trader, lui, il a un avantage statistique, qui est sa méthodologie. J'achète quand j'ai une tendance haussière, quand j'ai un biais haussier du coup. J'achète sur latéralisation, puis cassure. Je sais où je mets mon stop, je sais où je prends mes profits. Je sais sur quel actif aller, sur les actifs qui ont les meilleurs fondamentaux, sur les actifs qui font partie d'un secteur d'activité qui plaît en ce moment. Voilà, tout un ensemble de règles qui lui permettent d'avoir un avantage statistique. Donc, la méthodologie. Ok ? Au niveau du drawdown, l'investisseur, ça va monter, il va être positif, et puis après, ça peut repartir contre lui, il sera toujours dedans. Okay, donc le drawdown, il est important. Le trader, lui, son objectif, je dis bien son objectif parce que c'est pas tout le temps évident, c'est d'avoir un drawdown qui soit faible. Okay, on gagne 2 fois notre risque, on perd 1. On gagne 2 fois notre risque, on perd 1. On perd 1 encore, puis on gagne 2. Puis on perd 1, et on gagne 2, puis 2. Et donc le but, c'est d'être régulier, d'être linéaire, avec le peu de drawdown possible. L'investisseur, lui, quoi qu'il se passe, il est dans le marché, sauf s'il décide de sortir. Mais il est dans le marché. Que ça monte ou que ça descende, il est dans le marché tant qu'il n'a pas décidé de sortir, soit avec un prix intéressant pour lui, parce qu'il a fait un gros profit, soit un prix, voilà, il s'est dit, j'y crois plus dans ma croyance, j'y crois plus. Voilà, j'y crois plus dans cet actif-là, je veux switcher, je prends ma perte et je vais sur autre chose. Voilà les différences entre un investisseur et un trader, à mon goût. Encore une fois, c'est mon ressenti. Vous pouvez avoir totalement un ressenti qui soit complètement différent, ça ne me dérange pas, et au contraire, parlez-en dans les commentaires. Est-ce qu'on peut échanger là-dessus ? Complètement. Moi, je suis complètement ouvert à ce qu'on discute de ce qu'est un trader pour vous et un investisseur, et qu'est-ce que vous avez trouvé de différent, qu'est-ce que vous avez apprécié. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça me fera plaisir. Alors on vient de voir la différence entre trader et investisseur, et je voulais marquer le coup avec des exemples pour que vous compreniez qu'on peut être investisseur et trader sur les mêmes actifs, et vous compreniez aussi la différence au niveau de l'intervention. Donc là, en ce moment, on est en 2023, début 2023, c'est l'effet boom sur l'intelligence artificielle, avec ChatGPT, voilà, bon. Et donc, on peut, nous, investisseurs, avoir une croyance sur l'intelligence artificielle, en se disant que dans 5 ans, 10 ans, la majorité du contenu, la majorité des tâches seront faites et réalisées par l'intelligence artificielle. Et donc, on peut choisir un actif du type AI, qui est coté aux États-Unis et qui est sur l'intelligence artificielle, vous l'aurez deviné. Vous êtes en vue mensuelle ici, et vous voyez que depuis son introduction, le titre n'a fait que baisser, en vue mensuelle. Ok ? Donc les investisseurs qui ont investi sur l'intelligence artificielle et qui ont investi sur cette action précise, perdent à ce jour de l'argent. Mais par contre, les traders, eux, peuvent avoir fait un gain sur le même titre. C'est 2 horizons de temps différents, 2 profils qui sont complètement différents, et donc c'est pas impossible que l'un fasse du gain pendant que l'autre perde, et inversement. Donc on va aller voir un petit peu en journalier, et je vous le disais qu'en ce moment on est sur un boom de l'intelligence artificielle, ça en parle de partout, et donc évidemment qu'il y a eu un pricing qui a été fait sur les marchés financiers. AI en fait partie, et on voit que le titre est passé de $10 à $30 en l'espace d'un mois, et
je ne sais pas si c'est terminé, mais en tout cas, il y aura peut-être un rallye supplémentaire. Mais les traders, eux, peuvent avoir fait de l'argent sur ce biais haussier, sur ce rallye haussier d'un mois. Okay, là où l'investisseur, lui, est encore collé avec ses positions, soit il redevient à l'équilibre, soit il est encore en moins-value latente. Donc, l'intelligence artificielle est pourquoi pas un secteur d'activité, une industrie qui peut être l'avenir. Voilà, ça peut être une conviction personnelle chez vous de vous dire l'intelligence artificielle sera beaucoup plus conséquente, sera beaucoup plus utile à l'avenir et donc forcément beaucoup plus pricée par les marchés financiers. Revenons en mensuel avec un autre secteur d'activité qui est le cannabis. Disons, partons du principe, voilà, le Canada a passé ses réglementations il y a quelques années, pourquoi pas les États-Unis? Voilà, je crois que c'est toléré dans quelques États, mais pas la totalité du pays. Et donc Biden avait lancé l'idée de pourquoi pas autoriser tout ça. Et donc ça peut être un actif d'avenir, pourquoi pas? Ça peut être une classe d'actifs, on se dit voilà, ils vont finir par accepter cette consommation avec des arguments, des contre-arguments, mais voilà, ça peut être un actif et un investissement pour l'avenir. À part 2018, à part ce rallye haussier ici, on est passé de 50 à 300, les investisseurs n'ont pas eu trop d'opportunités pour gagner de l'argent. Voilà, à part ce premier rallye, les investisseurs, s'ils sont positionnés pendant ou après, qui n'ont pas pris leur profit, sont toujours en moins-value latente assez forte et ils sont en attente d'un catalyseur, de quelque chose qui va amener le secteur d'activité à repartir à la hausse. Mais à l'intérieur donc du coup de ce biais en mensuel baissier, on va voir que il y avait des choses à faire en trading. Par exemple, en janvier 2021, je sais que moi j'ai tradé le secteur d'activité et l'industrie du cannabis. Et le titre est passé, je crois, de 20 à 70 $ très rapidement. Ça aurait pu être le cas aussi, trader ça en 2018 lors de l'IPO. Okay, donc on peut voir que quand un type de spéculateur, donc l'investisseur perd, le trader peut gagner. Okay, c'est rarement l'inverse. Alors on peut évidemment perdre en trading et l'investisseur gagne parce que la volatilité est trop importante et notre stop loss se fait toucher, mais c'est souvent, nous on va attendre en tant que trader un gros mouvement, donc on va avoir un mouvement qui se lance pour pouvoir capter des écarts. L'investisseur lui il attend le gros mouvement, il n'a pas le choix. Okay, donc le cannabis, pourquoi pas? À ce jour, c'est pas un bon investissement, à part en 2018, sur le cannabis. Maintenant, retournons en mensuel sur quelque chose qui a fonctionné, parce qu'il y a forcément des investissements qui fonctionnent très bien. Alors, on va prendre Apple, qui est le cas extraordinaire, hein, c'est le cas sur 1 million, voire plus. Et l'actif n'a fait que monter depuis des années et des années. Donc, l'investisseur qui a investi tôt, ou qui même continue de rajouter à son investissement des actions Apple, continue de faire de l'argent. Okay, là où le trader, lui, va venir peut-être capter des écarts, cet écart, puis un petit écart là, puis un petit écart là. Donc c'est pas impossible que vous soyez investisseur sur un titre et que je sois trader sur le même titre. Okay, on arrive sur la fin de cette vidéo, je vous rassure, mais là on va parler des erreurs. Okay, et l'erreur absolument à ne pas commettre, c'est de faire ce micmac entre les deux et se dire, voilà, j'initie un trade, et puis ce trade, parce qu'il ne se passe pas bien, devient un investissement. Ah, mais voilà, je crois en cette opportunité. Un trade ne devient jamais un investissement. Sauf cas exceptionnel, si le trade se passe super bien et que vous vous rendez compte que les fondamentaux s'améliorent ou que le titre attire des investisseurs de toutes parts, là, vous pouvez vous dire, je tiens mon trade et j'essaye de le tenir le maximum possible. Mais c'est le seul cas où le trade peut devenir un investissement. À l'inverse, quand on perd, tout simplement quand on trade, on essaie de jamais aller vers l'investissement. Par le passé, moi j'ai fait cette erreur et je la retrouve chez certains étudiants. Évidemment, ça s'améliore avec le temps, mais voilà. Certains continuent d'avoir ces limites, c'est ancré dans notre cerveau. On mélange les deux styles, nos émotions avec notre trading, et en général ça fait vraiment un micmac pas du tout bon pour vos résultats. On va laisser rentrer des convictions dans du trading alors que le trading ne repose pas sur des convictions mais sur une méthodologie, et on va croire extrêmement fort à notre trade pour les raisons qui vous sont propres,
et le marché va nous donner tort. Puisque c'est le but du trading. Enfin, c'est pas le but, mais ça arrive. En trading, on perd peut-être 50% du temps, peut-être des fois plus. Et c'est pas pour ça qu'on a tort et qu'on va pas gagner d'argent. Ok. Mais le marché nous donne tort, quoi qu'il arrive, sur un actif, un trade par-ci, un trade par-là. C'est les probabilités. On applique un avantage statistique et ça arrive régulièrement qu'on fasse des pertes. Et donc, si sur ces pertes-là, vous n'arrivez pas à les encaisser, si vous n'arrivez pas à respecter votre stop loss, votre niveau d'invalidation, et qu'au lieu de couper la position, vous trouvez des excuses du style « de toute façon, c'est un investissement, je crois en la société et au secteur d'activité, c'est les meilleurs ». Combien de fois j'ai vu des personnes proches de mon entourage faire ça et perdre des dizaines de milliers d'euros. Ok ? Un trade reste un trade, un investissement reste un investissement, et on ne fait pas de bouillie entre les deux. Parce que c'est là où est le danger. On le verra lors d'une prochaine vidéo sur le DCA. Moi, j'entends beaucoup trop de conseils sur le DCA, mais c'est mal conseillé parce que le DCA, il n'y a pas plus dangereux que le DCA. Sauf si c'est fait dans des conditions très spécifiques. Et quand on n'applique plus nos règles en trading, mais plutôt des convictions personnelles, et on va laisser du coup le trade aller contre nous beaucoup plus qu'on ne l'avait imaginé avec notre stop loss, c'est souvent là qu'on se retrouve avec des moins 20 ou moins 50% sur sa position, et sur le capital, ça devient catastrophique. Okay ? Donc cette erreur-là, elle n'est pas à commettre.